Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Merci. Alors, Benoît, oui, vos questions, hein, j'ai oublié. Donc, vous avez tous ces moyens à vos dispositions. Le hashtag Nuit du Trading sur Twitter. SMS, vous m'envoyez vos messages hein, sur mon portable, à 07 84 44 01 38, ou vos questions sur cette adresse mail. C'est un raccourci, hein, donc on a fait simple, bit.ly, hashtag NDT pour Nuit du Trading, question, vous arrivez directement sur la plateforme, vous posez votre question et elle nous parvient et on la pose à nos invités. Benoît Rousseau, trader indépendant, c'est aussi le site andlil.com, un gros forum qui marche bien et qui monte en puissance depuis quelques années. D'abord, est-ce qu'on peut vous redéfinir là, par rapport à un trader indépendant? Benoît Rousseau, vous vous placez comment? Parce qu'il faut juste rappeler que vous avez un parcours un peu atypique. Hein. Vous êtes jeune, une petite quarantaine d'années. Vous avez déjà pas mal de vie antérieure, donc boursicoteur comme beaucoup ici ce soir, salarié du privé, fonctionnaire. Et donc aujourd'hui, vous vivez du trading. Eh ben, tu as parfaitement résumé ma courte Allez, on va se carrière. tutoyer, t'as raison. Vas-y. Ouais, non, c'est bon. Donc oui, j'ai 41 ans, je trade virtuellement depuis mes 15 ans. J'avais commencé sur du papier millimétré et en allant chercher les abonnements de mon grand-père toutes les semaines pour trader. Là, c'était vraiment du swing, hein, parce que j'avais l'information une fois par semaine. Donc j'ai toujours été passionné par ça. J'ai fait énormément de choses dans ma carrière plus ou moins intéressant. J'ai été castreur de maïs, je peux vous en parler quelque temps, mais ça n'a pas grand intérêt. J'ai travaillé pour le groupe Renault en tant qu'informaticien. J'ai travaillé pour le groupe Elf Aquitaine à l'époque comme historien d'entreprise. J'ai été fonctionnaire, donc professeur d'histoire pendant 10 ans, tout en continuant à trader. Hein. C'était vraiment, ça a toujours été ce qui m'a motivé, ma passion, ce qui m'intéresse intellectuellement. C'est vraiment un univers totalement passionnant. Quand j'étais enseignant, j'étais toujours volontaire pour travailler le samedi, pour pouvoir trader les marchés américains dans la semaine. Est-ce que tout cela, ça t'a servi, ça te sert encore aujourd'hui? Ce que m'a appris au moins l'éducation nationale, c'est d'être patient et de ne pas répondre aux gens agressivement et de ne pas leur crier dessus. Et en tout cas, depuis que j'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire il y a 6 ans, donc j'ai fait table rase du passé, hein, j'ai brûlé tous mes vaisseaux un petit peu comme les Athéniens, enfin à une autre époque, et je me suis lancé complètement dedans. Donc qu'est-ce qui me définit en fait par rapport à un boursicoteur? C'est tout simplement que j'ai plus aucun filet de sécurité. Je trade mon argent personnel, le fruit de mon épargne, et toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, je dois essayer de sortir quelque chose, tout simplement pour vivre, payer mon loyer, et essayer de vivre le plus agréablement possible. Donc je suis finalement ce qu'on appelle entrepreneur. Il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs ici. On n'a aucun filet. Hein, là, si on passe par la case zéro parce qu'on a fait une énorme bêtise dans notre trading, eh ben, on n'a absolument droit à rien. On va directement au RSA et puis on verra bien ce qui se passera. Mais voilà, c'est un petit peu ça qui fait la différence entre un boursicoteur, c'est-à-dire que j'ai boursicoté pendant 10-12 ans, mais en fait j'avais la sécurité de l'emploi, j'avais mon salaire qui tombait de manière régulière, et depuis que j'ai franchi le pas, c'est un trading qui est totalement différent, et j'ai vraiment beaucoup progressé. Puisque là, je ne tente plus des grands coups. Hein. Souvent, quand on fait du trading, on a une image un petit peu hollywoodienne du trader, on aime prendre des risques, on va prendre des gros leviers, etc. On cherche finalement à avoir des émotions. Et après avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte que finalement, quand j'étais enseignant, quand j'étais fonctionnaire, j'avais finalement une vie qui m'intéressait pas beaucoup, je m'ennuyais un petit peu. Et quand je venais le soir trader les marchés américains, eh ben, je venais chercher un petit peu une part de rêve, de l'adrénaline, de la pulsion. Et pour ça que je prenais des risques absolument inimaginables. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai eu peur, je crois que tu allais dire, c'est pour ça que je prenais de la drogue. Non, ça c'est après. Non, mais ça peut être aussi un petit peu ça. Hein. On vient rechercher un shoot d'adrénaline, et quand on passe, si j'ose dire, à un niveau professionnel, eh ben on essaye d'éliminer absolument tout ça. C'est-à-dire qu'on prend plus le levier ou le moins possible. On essaye d'avoir le moins d'émotions possible. C'est parfois ennuyeux, mais les résultats sont quand même incomparables. Bon, comment tu termines l'année là pour voilà, être très direct, très cash? Comment tu termines l'année
financièrement, sur le plan du trading, et surtout comment tu anticipes. Là, il nous reste mine de rien quelques semaines de marché, parce que voilà, avant la fameuse trêve des confiseurs vers Noël, où soi-disant il ne se passe plus grand-chose, quoique il y a des années où ça bouge encore un petit peu. Et troisième question, années, pour être très complet, est-ce que, tout le monde a ça en tête, est-ce qu'on peut avoir un rallye de fin d'année? Sachant que là, on est quand même bien topiche, hein. Je sais pas, 15-20% de hausse sur les marchés européens en year to date, c'est pas mal. Ne me pose pas plus de 3 questions, j'ai déjà oublié la première. Hein. Donc, c'était quoi la première? Eh ben, j'ai oublié aussi. Bah voilà. Non. Oui, voilà, les performances. Ta performance, Alors, comment tu termines l'année? je termine plutôt bien, puisque c'est c'est pas terminé. Hein. C'est pour ça, on va dire au jour d'aujourd'hui, on est au début novembre, et il ne faut pas se relâcher, parce que je pense que beaucoup de traders sont en train de hocher la tête ici. Ils connaissent. On a par exemple une très belle semaine, et on perd tout le vendredi, parce qu'on craque. On a une très belle fin d'année, et on va tout finir, on va péter un câble le 15 décembre, et les 15 derniers jours, on va redonner au marché en 15 jours ce qu'on a mis 48 ou 50 semaines difficilement à prendre. Donc en France, on n'aime pas trop parler chiffres. Je gagne beaucoup plus que quand j'étais enseignant. Certains mois, j'arrive à gagner ce que je pouvais gagner en plusieurs années en étant qu'enseignant. Et à partir du moment où on arrive à gagner assez régulièrement de l'argent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et qui peuvent changer, notamment au niveau de sa façon de vivre, de voir les choses. Donc, pour l'instant, je reste en France. Voilà, la fiscalité française me convient bien. Oui. Mais je œuvre au redressement national en donnant 50 à 60% de mes PV, effectivement. Mais ça, c'est un gros débat après sur le. Les PV, c'est les plus-values, hein, c'est pas parce plus-value. que tu roules trop vite. D'accord. Non, de toute façon, j'ai plus le permis, donc je peux plus. Rallye de fin d'année ou pas alors? Est-ce que c'est possible? Alors oui, je pense que c'est possible. Hein. Il y a le mois dernier, je passe régulièrement sur TV Finance et on me demande un peu. Qui nous diffuse ce soir aussi? Mes prévisions, effectivement. Les meilleurs diffusent, sauf BFM Business. Bon, on ne peut pas être partout en même temps. Ouais. Je suis là en même temps. Mais c'est bien. Et donc concrètement, oui, quand le CAC 40 était à 4005, à 4006, il y a pas mal de personnes qui le voyaient à 4002. Et donc c'était vers la mi-octobre. Et j'avais parlé que moi, personnellement, je voyais le CAC 40 à 5000, mais fin décembre. Et là, maintenant, il a finalement 6 semaines d'avance par rapport à mes prévisions. Donc, pour l'instant, la fin d'année va bien parce que j'ai clôturé mes positions sur un peu en dessous des 5000. Et là, je me pose la question. Alors, on a souvent des phases dans le trading. Et je comptais sur un petit rallye du mois de décembre qui arrive généralement maintenant un petit peu plus avant, vers le 15 octobre. Et on l'a déjà eu finalement, ce rallye. On a pris 10%. Et maintenant, je me retrouve un petit peu interrogatif. Est-ce qu'on va continuer à monter ou pas? Donc, la réponse, alors, c'est bien de poser la question, mais c'est moi qui pose la question. Oui. Est-ce qu'on peut tirer encore l'élastique ou est-ce que... Alors, personnellement, je pense que oui. On peut encore le tirer. Alors, je sais que ça paraît absolument fou de dire ça, parce que ça fait 4 ans qu'on monte. Hein. On n'arrête pas de monter quasiment perpétuellement. Mais on a toujours ces dernières semaines où on a tendance à avoir une pression acheteuse parce qu'on arrive notamment sur la période des fêtes, on va avoir le Black Friday, on va avoir des informations importantes sur la consommation américaine. C'est ça qui va faire finalement le mois de décembre. On a des informations par exemple, très importantes qui tombent sur le Black Friday. On a Visa et Mastercard qui nous dit le nombre de millions d'opérations qu'ils ont fait aux États-Unis sur cette période-là. Et là, on sait si les Américains se sont lâchés, s'ils ont claqué leur carte bleue. Et ça nous donne une super indication sur le 4e trimestre américain. Donc, à mon avis, on peut encore monter jusqu'à la fin de l'année. Et début janvier, je veux dire, allez, vers le 15 ou 20 janvier, si on est au-dessus des 5000 et si on est au-dessus des 11 000 sur le DAX, etc., très précisément, entre la 2e et la 3e semaine de janvier, si on est encore sur les sommets, je me mets à peter, je me mets à vendre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les premières publications des résultats des entreprises américaines sur le 4e trimestre. Il va être bon. S'il est bon, on va l'acter et on va se poser la question et après. Et c'est souvent ça. On monte comme ça, on peut reprendre sur plusieurs années. On monte jusqu'en décembre, un tout petit peu janvier. On a les résultats des entreprises qui sont bons et on se dit est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Et là, le marché généralement s'essouffle et on a une petite phase de correction
assez rapide. D'autant plus qu'on a la politique de la Fédérale Réserve qui nous indique qu'ils veulent remonter les taux, et ça, vraiment, pour l'instant, ça ne fait pas très peur. J'ai l'impression que le marché ferme les yeux en disant oui, bon, bah, c'est pas bien grave, mais quand ils vont commencer à les remonter... Pour toi, on ne l'a pas encore intégré, là. Cette hausse des taux qui, a priori, peut arriver dès décembre. Décembre, c'est ce qu'ils ont dit, hein, hier encore. ce que Jeannette nous a dit. Non, là, actuellement, il se passe en fait deux choses. On a vraiment les cycles en bourse, depuis quasiment 2007, c'est vraiment lié au cycle monétaire, au taux d'intérêt. Vous avez l'évolution des taux d'intérêt, ils baissent, la bourse monte, et on a que ça depuis quasiment 2007. Ça suit vraiment ces évolutions-là. Là, ce qui se passe, c'est qu'on se posait la question il y a encore 2 mois si on n'allait pas rentrer dans une sorte de récession mondiale. On se posait vraiment de graves questions sur la Chine qui ralentissait, etc. Et finalement, le fait que la Fed dit on va monter les taux, bah, ça rassure les marchés. Ça veut dire que pour la Fed, l'économie américaine est suffisamment forte. Et je vous rappelle, hein, l'économie américaine, c'est le moteur de la croissance mondiale. Hein, on va longuement en parler évidemment avec tous nos invités, économistes, stratégistes, non pas tout au long de la soirée, mais ce sera aussi en fil rouge sur le dollar, le prix des matières premières, la politique de la Fed, pourquoi pas aussi la BCE, mine de rien, parce qu'elle est encore très active. Exactement. Mais si on reste sur ta méthodologie, sur ta façon de trader, je suis assez surpris que tu as un discours très, très fondamental en fait, pour un day trader, de me dire oui, je vais regarder le consommateur US, ce que font les Américains au Black Friday, donc un peu finalement notre période de Noël à nous avant l'heure. Oui, ça reste quand même très, très fondamental, quoi. On est sur les basiques, là. Oui, on est sur les basiques macroéconomiques. Alors, je fais du day trading, surtout du scalping. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le scalping, c'est j'achète et je vends dans les secondes. J'achète et je vais essayer de sortir ma position avec un bénéfice au bout de 3, 4, 5, 6 secondes. Donc, ça paraît fou de parler d'analyse macroéconomique, mais ça nous porte fondamentalement. Par exemple, là, sur les 15 derniers jours, dès qu'on avait un petit retracement en intraday, donc dès qu'on commençait un petit peu à baisser, je repérais les supports et comme la tendance de fond était acheteuse, je me mettais à acheter sur les supports et on avait, dans 80-90% des cas, un petit rebond sur le support parce qu'on revenait un petit peu sur la tendance. On l'a vu aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont suivi, par exemple sur le DAX ou le CAC 40, on a une répétition depuis 15 jours, on ouvre, on se met à baisser, on va chercher un point bas et à partir de là, on rebondit assez fortement. C'est encore passé à ce moment-là. Donc la macroéconomie, même un scalper, même un day trader peut avoir en tête finalement le mouvement global, la tendance longue du marché qui est pour moi haussière et certainement jusqu'à début janvier. Mais après, il va quand même falloir se retourner et c'est là en fait où on va voir... Une respiration ou carrément encore une forte secousse? Au moins une respiration, parce qu'on a, par exemple, sur le DAX, on est passé de 5 000 à 11 000 points, quasiment en ligne droite, on est monté même à 12 500 points. Donc, quand un marché prend plus de 200% en 4 ans, si on va annualiser, on a pris 20 à 25%. Il y a un moment, ce ne serait pas un scandale qu'on rebaisse de 20% pour effectivement avoir une respiration. Si on s'écroule, et tout est possible en bourse, hein, Arnaud Poutier l'a rappelé, hein, l'événement avec la Banque centrale suisse où le franc suisse s'écroule, personne ne l'avait vu. Ça faisait 50 ans qu'ils avaient la même politique ferme, c'était une sorte de ligne Maginot, et du jour au lendemain, ils lâchent leur monnaie et on se prend moins 20% en une seconde instantanément sur les marchés. Donc si on n'a pas un gros événement géopolitique, on est quand même sur une tendance de fond. Il y a déjà des questions qui arrivent pour toi. Benoît, hop, il y a quelqu'un qui me vole mon iPad, mais bon, on l'a vu. Est-ce que, enfin, pas est-ce que, on la découvre ensemble, c'est à mon avis sur Twitter, le hashtag Nuit du Trading ce soir, pour poser vos questions à tous nos invités. Est-ce qu'on peut encore gagner sur les marchés face au trading haute fréquence, oui, qui prend de plus en plus d'ampleur, effectivement, et qui, par définition, va toujours un peu plus vite que nous, quoi. Oui, absolument, parce que c'est un petit peu le judo, je pense, le trading. Vous avez un adversaire qui est plus fort que vous, soit vous essayez de lutter contre lui et de toute façon vous n'avez aucune chance d'aller vous faire tatiner, soit vous allez essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc ce que nous fait le trading haute fréquence, mais je suis très heureux qu'il y ait du trading haute fréquence, ça nous fait de la volatilité. Et la volatilité, c'est ce que recherche un scalper, c'est ce que recherche un day trader. Il faut que ça bouge, il faut que ça décale. Un scalper, il se met sur un horizon de temps extrêmement court, il attend. Il se fiche à la limite que ça monte de 20 points ou que ça baisse de 20 points, il attend qu'on aille taper une résistance ou un support. Et quand on la tape,
Si on va sur un support, il rentre sur le support pour jouer un tout petit rebond. Si on va sur une résistance, il se met légèrement au-dessus de la résistance pour qu'on ait un petit retracement et il vend. Il faut que ça bouge. Ça apporte des volumes, de la volatilité, des liquidités. De la nervosité. Quand on reste dans le cadre légal, vous avez vu là, cette semaine l'AMF qui tape sur les doigts de certains acteurs justement du THD. Là. Oui, alors ça, c'est le souci du trading haute fréquence. Il commence à avoir des ententes. Ouais. Et si on peut imaginer, il suffit que vous ayez un hedge fund se mettre dessus qui possède des milliards et des milliards et qui se met à vendre simultanément les valeurs du CAC 40 en anticipant, par exemple, sur option la baisse du CAC 40, il peut faire des fortunes. Donc là, c'est vraiment la problématique. Bon, nous ça ne nous touche pas. Alors, on peut se faire balayer par des mouvements violents. C'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement, extrêmement prudent. Et je pense que tous les intervenants vont vous le répéter continuellement. Idéalement, ne tradez pas avec du levier ou extrêmement peu de levier. Essayez d'avoir des stops. Et IG propose des stops garantis. Je crois qu'à ma connaissance, c'est le seul broker au monde qui le propose. Donc, si vous avez du swing, mettez un stop garanti. Vous maîtrisez totalement votre perte. Il peut s'arriver n'importe quel événement géopolitique incroyable pendant la nuit ou le week-end, votre perte est maîtrisée, c'est IG qui va prendre la différence pour lui. La séance du 24 août, comment tu l'avais vécu, toi, où le CAC et plein d'autres actifs avaient complètement décalé. Là, on avait perdu jusqu'à 10%, effectivement, sur la bourse de Paris. C'est rarissime, quand même. C'est rarissime. Oui, ça m'a rappelé le flash crack de 2010, qui était beaucoup plus violent. Mais qui n'avait pas touché Paris, puisqu'on était fermé à ce moment-là. C'était vers, je ne sais plus, 20h. Exactement, oui, c'était sur les marchés américains. Voilà. Ça s'était mis à s'emballer à tout va. On ne comprenait absolument pas ce qui se passait. En quelques secondes, on avait le Dow Jones qui lâchait 8-10%. Certaines actions américaines ont perdu. Des boîtes comme Cisco qui se retrouvaient à 2-3 centimes. Jusqu'à 90 centimes de leur ils ont perdu jusqu'à 90% de leur valeur. Donc, on a été totalement sidérés. J'étais devant mon écran, j'ai strictement rien fait. Parce que, première chose que je me suis dit, il y a une bombe atomique qui vient d'exploser sur New York. Enfin, il se passe un événement absolument inimaginable et on n'a pas la capacité de réaction. Le 24 août, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Plus ça allait, plus on baissait. Pas non plus, on n'est pas tombé comme une pierre. C'était progressif au long de la séance. Progressif, mais on a vu tous les niveaux décalés. On ne peut plus. Alors là-dessus, j'ai eu entre guillemets, on peut aussi en avoir de temps en temps de la chance, c'est-à-dire que je n'étais pas positionné. Et j'ai vu tomber, donc j'étais surtout sur le DAX comme une pierre, et j'ai pu récupérer, pour ça ce sera un souvenir historique, j'ai pu récupérer à l'achat un rebond du DAX, je l'ai acheté à 9603, je l'ai revendu à 9613, donc 10 points, mais en quelques secondes, c'était vraiment la panique, et une semaine après, il était à plus de 10 000 points, donc... Oui, ça, je m'en souviens un petit peu d'avoir pris 10 points seulement, alors qu'en attendant un petit peu, je crois même que si j'ai attendu 1 heure ou 1h30, je pouvais récupérer 20 ou 30 fois le gain. Donc, c'est pas évident. Mais c'est ce type de journée-là où il faut survivre à ces journées-là. Parce que la seule chose dont on est sûr en bourse, c'est qu'il va arriver à nouveau un événement pareil. Alors, on se prépare toujours sur un gros événement baissier, un flash crack baissier et tout. Ça peut aussi arriver qu'on ait une accélération extrêmement forte à la hausse. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Et là, dans ces cas-là, il faut se mettre en mode survie. Donc, le mode survie, c'est si vous n'êtes pas positionné, ne faites rien. Bon, regardez, mettez-vous sur BFM Business. Bon conseil. Oui. L'après-midi, 15h, 18h. Ça fera une belle pointe d'audience, donc impeccable. Et c'est pas la peine d'essayer de vouloir jouer les cow-boys. Benoît, que pensez-vous de la gestion de portefeuille d'actions par l'approche du top-down ? Je n'ai pas son nom, voilà, une question qui vous arrive. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialisé sur actions. C'est un petit peu ce que je fais sur les indices. Bon, pour actions, je pense que c'est quand même une bonne approche qui permet de faire des beaux rendements. Mais personnellement, je n'investis plus sur actions parce que j'ai connu Alcatel et il y a très longtemps. Alcatel, j'ai acheté Alcatel à 100 € et je l'ai vu dégringoler. Oui, elle est tombée à 1. Oui, à 2. Tu l'as vendu avant Non, je l'ai lâché à 2 €. Le double ? Non, c'était à l'époque, j'étais jeune, j'avais gagné un concours de bourse. J'étais fini premier à un concours de bourse. Et le premier prix, c'était un portefeuille boursier de l'équivalent de 10 000 €. Et je devais choisir une action.
Et je m'étais dit, bah, tiens, Alcatel, sans action à 100 euros, ça me faisait mes 10 000 euros, j'étais tout content. Et dans le règlement du concours, je n'avais pas le droit de vendre mes actions avant 6 mois. Donc c'est passé de 100 et ça s'est écroulé pendant 6 mois, je ne pouvais rien faire. Donc, et des Alcatel, on en a connu certains à Paris, hein. Enfin, pas mal d'autres, quoi. France Télécom. Ouais, beaucoup, mais Alcatel, c'était un petit peu emblématique parce qu'on avait la presse écrite qui avait titré une semaine avant Alcatel, 120, 150 euros. Allez-y, c'est vraiment la grande action française et on l'a retrouvée. Bon, on en rigolait hein, sur les marchés, là je vois certains qui sourient. Mais des falling stars comme ça, il y en a eu des dizaines depuis des centaines et il y en a encore. L'Allemagne, Deutsche Qualität, Volkswagen, divisé par 2 en quelques mois là. Alors c'est pour ça que moi j'investis sur les indices parce que je considère que c'est un panier d'actions, hein, tout simplement. Donc tu ne traites plus les actions en direct alors? Du tout, parce que ça me paraît beaucoup trop risqué. Il suffit que le PDG meure dans la nuit ou qu'il y ait, comme pour les pauvres actionnaires de Volkswagen, que l'on trouve quelques problèmes de gestion, on va dire, pour pas risquer des problèmes avec Volkswagen, et tout s'écroule. Donc pour moi, investir directement sur une action, même si c'est extrêmement diversifié, on a toujours ce risque-là. Une action qui perd 10%, c'est tous les jours. Un indice qui perd 10%, c'est un événement historique, hein, c'est un crack et on en parle encore 10 ans après. Bon, dernière question, peut-être Benoît, parce qu'il est déjà 6h30. Qu'est-ce que tu penses de la valorisation des marchés actuellement? Bon, on a un peu commencé à répondre. Ouais. Mais Alors, on arrive sur les points hauts sur les marchés américains, extrêmement hauts. On est sur les plus hauts annuels. Sur les marchés européens, il y a encore... Tous indices confondus? Tout indice confondu. Hein. Nasdaq, S&P Dow Jones, S&P. Là, le S&P, cette semaine, on est repassé au-dessus des 2100 points. Donc vraiment, on est au taquet sur les États-Unis. Ils sont vraiment très forts. Le dollar fort, ils n'aiment pas trop ça là-bas. C'est un peu le sens de l'histoire, malheureusement. C'est un peu le sens de l'histoire, effectivement. Mais bon, je pense que en les connaissant, en ayant quelques années de marché, ils vont monter au moins jusqu'à Thanksgiving. Thanksgiving, ça peut être un retournement, mais on a encore quelques semaines de hausse sur les marchés américains. C'est quand Thanksgiving? C'est quoi, 10 jours? C'est début décembre. Ah, encore 3 semaines? 3 semaines, oui. Okay. Un beau mois. Et donc sur les marchés américains, il y a encore un tout petit potentiel. C'est un peu le haut de la comète. Sur les marchés européens, à mon avis, on va suivre. Par contre, comme je te l'ai dit, je pense qu'en janvier, on risque de dérouiller un petit peu. Par contre, on peut avoir les matières premières, ça peut être intéressant en janvier aussi. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Rousseau, qu'on retrouve sur ton forum, anvil.com. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est pas grave. Les gens connaissent. Les gens connaissent. Ils te retrouvent donc sur andlil.com. Comment on a vécu l'année 2015, là, d'un mot sur ton forum? Qu'est-ce qui s'est dit? Alors on a eu, le forum a énormément progressé, parce que maintenant on a à peu près 4 millions de visiteurs par an, 40 millions de pages vues, donc on a une énorme communauté qui est très active. C'est vraiment des traders actifs. On a même des gens qui ont développé des interfaces pour scalper, gratuites, spécifiquement pour les traders. Donc ça, c'est quand même c'est le gros événement de cette année. Et puis on a vécu les grands événements, la crise grecque. On a vécu surtout, pour moi, l'événement de cette année 2015, c'est le QE européen. C'est Mario Draghi qui parle au mois de janvier et on voit la bourse qui monte non-stop pendant 5 mois sans s'arrêter. Ça, c'était vraiment un événement historique. C'était le premier QE de l'histoire, le premier QE de l'histoire européenne. Et là, on a vu qu'on avait un capitaine de navire et pas de pédalo au volant à la barre. À un moment, Mario Draghi dit « bon, ça suffit, on y va ». On ouvre les vannes, alors après... Et c'est pas fini. Après, on en pense qu'on veut. C'est le second effet qui se coule, oui, effectivement, il en a rajouté. On pense qu'on veut, on verra si ça va nous faire de l'hyperinflation ou pas, mais en tout cas, ça a sauvé pour le moment la zone euro. Merci Benoît Rousseau. Suite donc de cette nuit du trading, le troisième du nom, la Salvagram. Dans 1 minute, on va retrouver Marc Toiti.